Voilà, bien, il est exactement 13 heures et comme on dit ici, il ne faut jamais blâmer une contrariété puisque Yohan Poulain était prévu bien avant le Covid, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, et finalement, il arrive aujourd'hui et l'actualité a beaucoup changé dans le monde, en Guadeloupe et dans l'aérien aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité le recevoir aujourd'hui en direct avec nous pour pouvoir parler des Caraïbes et aussi du transport aérien. Pour cela, sera interrogé avec moi par Marie-France Goudio-Etna. Bonjour. Bonjour. Et donc, c'est elle qui, comme d'habitude, a survolé la vie de notre invité VIP, Marie-France. Alors, Yohan Poulain, bonjour. Bonjour. Vous êtes né donc à Pointe-à-Pitre en 1979 dans une fratrie de 4 garçons. Votre maman était enseignante et elle a conclu sa carrière d'ailleurs comme proviseur au collège de Saint-François. Tout à fait. Votre papa, lui, était entrepreneur de profession. Il était également passionné de sport de glisse et ça a été l'initiateur, l'organisateur de la Carujette. Vous avez grandi d'abord dans le bourg du Gosier et puis ensuite à Poussette. Vous allez à l'école primaire à Saint-Joseph-de-Cluny. Vous êtes passé au collège de Grand-Camp dans le public. Alors c'était une autre ambiance. Et vous là, vous avez fait des copains qui sont toujours d'ailleurs vos copains. Entre 7 et 13 ans, votre père vous initie au motocross puisque c'est une autre de ses passions. Et lorsque vous commencez à sérieusement émettre l'envie d'aller vous entraîner sur la route, là, votre maman y met un terme. Aucun problème, vous avez une autre passion, c'est celle du basket. Et là, donc vos journées sans classe, eh bien, vous les passez sur les terrains de basket à ciel ouvert, au Rézé. D'ailleurs, Yohan Poulain, vous jouez toujours au basket et vous faites partie d'une association que vous avez surnommée Non sans malice, Sué à Vieux-Corps. Et en fait, mais quoi, c'est l'occasion en fait avec vos copains tous les dimanches soirs de vous retrouver. Et vous dites d'ailleurs que ce lien social est essentiel pour vous. En effet. Alors revenons à votre adolescence. Eh bien, vous n'avez pas connu le plaisir ou l'ennui, c'est selon, de passer vos vacances chez des grands-parents agriculteurs. Pas du tout. Pourquoi? Parce que bien votre grand-père paternel, Roger Paulin, eh bien c'est le premier Guadeloupéen qui a créé un supermarché. Il était en lieu et place de l'actuel KFC, place de la Victoire, et puis ensuite un second aux Abîmes. Vos grands-parents, on peut dire à l'époque, étaient des précurseurs courageux et téméraires. Ils ont commencé d'ailleurs leur vie en vendant de la limonade ordinaire sur les trottoirs de Pointe-à-Pitre. Donc c'est une belle évolution et c'est sûrement ce qui a donné dans la famille le goût du travail. Du côté de votre grand-mère maternelle, eh bien c'est d'origine italienne, ils étaient aussi commerçants. Et d'ailleurs votre grand-mère était chapelière rue Barbès et tout le monde l'a surnommée à l'époque Nénette Chapeau. En effet. Voilà pourquoi donc pas de vacances à la campagne pour vous, mais en revanche votre maman l'été vous emmenait avec vous, vos frères et vos cousins à Sainte-Anne ou au Moule. Vous poursuivez votre scolarité au lycée de Bainbridge et là vous décrochez votre bac S maths. Vous êtes excellent dans cette matière et puis vous décidez de poursuivre dans les classes prépa qui s'ouvrent juste à Bainbridge. Et là vous faites donc maths sup, maths p. Vous avez l'ambition d'intégrer l'une des 15 meilleures écoles de France. À l'issue de la deuxième année, vous n'y parvenez pas, alors vous décidez de redoubler, mais cette fois-ci à Paris. Et à l'issue de cette année-là, eh bien, votre vœu est exaucé, puisque vous intégrez l'Institut supérieur d'électronique spécialisé dans les nouvelles technologies. C'est ça. Donc vous prenez l'option dédiée au système d'information embarqué parce que vous êtes aussi féru et passionné d'aéronautique. À votre sortie de l'école, eh bien vous êtes à peine sur le marché du travail que Sagem vous fait un appel du pied et vous recrute. Dans l'équipe, à ce moment-là, il y a 250 ingénieurs et vous travaillez donc pour équiper le nouvel Airbus A380. Et vous dites que ça a été un vrai régal de le voir ensuite décoller. Donc c'est une grande fierté pour vous, mais au bout de 3 ans, eh bien un cabinet de chasseurs de tête fait appel à vous pour le compte d'Air Caraïbes. Nous sommes alors en 2005. La société Air Caraïbes se lance dans le long courrier et elle a pour projet notamment de commander plusieurs Airbus. Vous êtes finalement recruté et alors là, c'est un dilemme. Est-ce que vous restez à Sagem ou alors vous avez de belles perspectives de carrière ou alors vous intégrez cette jeune société et retournez en Guadeloupe? C'était il y a 15 ans. Depuis, vous n'avez jamais eu le moindre regret, bien au contraire. Vous débutez alors comme ingénieur, puis responsable du service, puis directeur des systèmes d'information pour la maintenance des avions. Vous vous intéressez également au commerce électronique et vous devenez le monsieur digital d'Air Caraïbes en développant les ventes sur Internet. Sous votre impulsion, elles vont passer de 1 à 50%. Vous êtes nommé à ce moment-là le directeur e-commerce. En 2016, Air Caraïbes, avec le groupe Dubreuil, souhaite créer une nouvelle compagnie low cost pour la Réunion. On vous confie le challenge et vous le relevez. En 2017, la direction fait appel à vous pour cette fois-ci intégrer le directoire d'Air Caraïbes et depuis 2019, vous êtes le directeur général délégué de la compagnie.
Votre plus beau souvenir de vie, Johan Paulin, eh bien, c'est la naissance de vos 2 garçons. Votre plus mauvais souvenir, c'est les décès de votre maman il y a tout juste 4 ans. La qualité pour vous, la qualité essentielle, c'est un être humain, eh bien, c'est la fidélité en amitié, la générosité. Vous êtes un homme qui aimait beaucoup partager. Et au niveau professionnel, c'est la ténacité. Le plus grand des défauts, la jalousie. Quelle que soit la raison, c'est toujours très négatif. Le plus bel endroit au monde, ce sont les Saintes. En effet. Si vous deviez traverser la planète et dans vos bagages n'emmener qu'un seul objet, eh bien ce serait une photo de famille. Et enfin la question, est-ce qu'il y a un personnage dans votre vie qui a pu influencer votre parcours? Vous répondez oui spontanément, oui, il y en a même plusieurs. Il y a d'abord Madame Lalande, tout à fait, votre professeur de maths en terminale, qui vous a un peu bousculé, qui vous a donné surtout confiance en vous. Et vous dites que sans elle, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Il y a eu aussi à Air Caraïbes, quand vous êtes rentré, Serge Tiganiski, qui était alors, je crois, le directeur. Général, oui. Voilà, le directeur. Et puis ensuite, Marc Rochet, qui est donc l'actuel grand patron d'Air Caraïbes. Et vous dites qu'il vous a fait confiance. Vous étiez très jeune, vous aviez à peine 30 ans quand vous êtes rentré au directoire, ce qui est quand même un très très beau parcours. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci Marie-France. Effectivement, on doit le dire haut et fort, c'est le premier Guadeloupéen directeur d'Air Caraïbes, d'une compagnie aussi importante. Alors, quand on vous a annoncé il y a 2 mois et demi que les avions allaient être cloués au sol, quelle a été votre réaction personnelle ? Écoutez, on était tous un petit peu choqués, mais ma réaction première, c'était de me dire, on espère que ça ne va pas durer trop longtemps, parce qu'on imagine tout de suite les conséquences que ça peut avoir pour notre entreprise. Bon, c'est vrai que personne ne l'a vu venir, hein, le Covid, et surtout l'ampleur que ça pourrait avoir, parce qu'au début, on n'imaginait pas qu'on serait confiné pendant 2 mois, et donc on imaginait que voilà, comme certains spécialistes le disaient, que c'était une grippe et que ça allait passer, qu'il n'allait pas avoir un impact aussi fort que ce qu'on a connu pour le transport aérien. Alors vous avez 14 gros porteurs collés au sol. Vous avez donc du personnel, vous avez des charges d'entretien de ces beaux engins. Quelles vont être les conséquences pour la compagnie ? Alors c'est 14 en comptant également French Bee, parce que Air Caraïbes c'est 10 plus les ATR, donc les 3 ATR. Donc les conséquences pour la compagnie, c'est des pertes importantes hein, depuis le mois de mars, alors qu'on avait commencé l'année sur les chapeaux de roue, puisque janvier-février avait une belle dynamique pour le tourisme en Guadeloupe et en Martinique, et donc tout ça a été arrêté net. Donc là on essaye de faire face, de traiter les demandes des clients, de trouver des sources d'économie et de préparer la reprise, en espérant que cette reprise soit pas trop longue, parce que c'est vrai que ce qui nous inquiète surtout, c'est que cette crise, elle dure dans le temps, et que finalement la demande de transport baisse sur les 2 ans à venir, et là forcément ça aura un impact sur notre activité. Donc, effectivement, la question que beaucoup de Guadeloupéens se posent déjà, puisque il faut le dire, Air France a repris son monopole pendant pratiquement 2 mois. Et a profité pour augmenter ses tarifs. Alors, quelle date exacte Air Caraïbes va reprendre ses vols? Alors là, on a sur le régional déjà, donc on fait depuis 1 mois on a fait une délégation de service public entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin. Oui. Le 25, on a pu reprendre les vols entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, mais c'est très très limité, hein, puisqu'on parle d'un vol par jour, du lundi au mercredi, et 2 vols après. Et sur le long courrier, on avait annoncé une reprise le 12 juin, on avait dit 1 mois après le déconfinement. Je pense qu'on y est. On va très certainement faire des vols sur Charles de Gaulle. Donc en tout cas, on prépare tout pour faire ces vols vers Charles de Gaulle à partir du 12. Et ensuite, le 26, on a appris hier la réouverture d'Orly. Donc on va bien évidemment retourner sur notre base, parce que Charles de Gaulle, pour nous, c'est beaucoup de contraintes. Et donc on souhaite... C'est très moche, comme on dit. C'est moche, ça coûte aussi surtout. Et notre clientèle est une clientèle antillaise, et les Antillais, forcément, ils préfèrent Orly de tout temps. Donc c'est vrai que dès qu'on pourra retourner sur Orly, on le fera le plus rapidement possible. Alors comment pendant ces 2 mois, donc il y avait donc évidemment beaucoup de billets déjà vendus. Alors comment ça s'est passé? Parce que est-ce que comme les tours opérateurs, vous savez, ils ont eu la possibilité, le gouvernement leur a accordé le droit de pouvoir ne pas rembourser, sinon avant 16 mois. Est-ce que vous avez eu une facilité, ou est-ce que les compagnies aériennes doivent rembourser les billets ou les reporter? Ça se passe comment en fait? Alors au début, les choses n'étaient pas claires, hein, puisque même Air France, qui est la compagnie nationale, on peut dire ça maintenant avec les 7 milliards qu'ils ont obtenus,
ils n'ont pas remboursé. Donc nous, Air Caraïbes, on a gardé la même position, c'est-à-dire qu'on faisait des avoirs aux clients en leur disant qu'au bout d'un an, s'ils n'avaient pas utilisé cet avoir, ils pouvaient du coup demander le remboursement. Bon, il y a eu une action que vous connaissez du FC Que Choisir qui a demandé à Bruxelles de trancher le sujet. Donc ça a été tranché et donc maintenant on va devoir rembourser pour les clients qui le souhaitent. Et ça va se faire dans les jours qui viennent ou bien ça va être programmé? Comment ça va se passer? Donc on met en place un mécanisme qui va permettre aux clients de faire la demande de remboursement. Ensuite il va falloir qu'on traite les volumes. Ce qu'il faut savoir c'est que le volume est important. Le volume est important puisque là on parle des vols qui ont été annulés entre le début avril et le 12 juin. Donc rien que sur les demandes d'avoir, on a eu 40 000 demandes d'avoir, sachant qu'on a été obligé de mettre nos salariés en activité partielle. Donc sur les 1200 salariés, on n'a gardé qu'une trentaine de personnes. Alors heureusement, on se fait aider par des call centers qui sont en sous-traitance. Mais c'est vrai que vu les volumes, et on s'en excuse par rapport à nos clients, ça prend des fois du temps. Alors justement, quelle va être maintenant la politique tarifaire? J'allais dire, est-ce que vous allez pardonnez-moi l'expression, casser les prix justement pour faire du volume, ou est-ce qu'au contraire vous allez monter les prix pour essayer un petit peu de rééquilibrer vos comptes? Alors c'est sûr qu'on ne va pas augmenter les prix parce qu'aujourd'hui la crise qu'on traverse va être une crise de la demande, c'est-à-dire que est-ce que les clients vont vouloir voyager, donc les Antillais qui sont en métropole revenir voir leur famille et les Antillais qui veulent aller en métropole, est-ce que finalement pour des formations, pour leur activité professionnelle ou même pour leurs vacances, ils vont avoir le réflexe de partir en métropole? Donc ça, c'est ce qu'on surveille de près et donc je pense qu'on va stimuler le marché avec des promotions et avec des prix qui n'auront rien à voir avec les années précédentes parce qu'on est en situation de crise et qu'on a besoin de remplir nos avions. Vous savez, les loyers d'avion, on les paye, le carburant, on avait acheté du carburant à $60 le baril et on est obligé de le payer, donc ces charges fixes, on les a, donc maintenant il faut qu'on ait de la recette et donc la promotion est un levier pour nous de faire rentrer du chiffre d'affaires. Alors, par exemple, il y a environ, je crois, au total 6000 étudiants guadeloupéens, enfin de toutes nos régions qui sont là-bas, environ 1200, 1300 Guadeloupéens. Est-ce que ce marché-là, il a été attribué à Air France ou alors vous avez pu grignoter un petit peu dedans? Alors, donc c'est vrai que le ministère de l'Outre-mer a annoncé qu'il faisait un partenariat avec Air France sur des tarifs promotionnels. Bon, on a été surpris par cette décision, cette annonce. Donc on a aussi fait part de notre volonté de transporter nos clients parce que honnêtement, les étudiants antillais, ils voyagent plus sur Air Caraïbes. Bien sûr. Et donc on a décidé de faire un tarif promotionnel sans aide, aussi pour les étudiants, dès qu'on va pouvoir revoler, c'est-à-dire à partir du 12 juin. Donc il est disponible en ligne, on est sur du 299 € TTC, l'aller simple, pour permettre aux étudiants de revenir en Guadeloupe ou en Martinique ou en Guyane. Tout à fait. D'ailleurs, Marc Rochet, je crois, a un peu grincé des dents. Il a critiqué la politique du gouvernement vis-à-vis d'Air France en disant que c'était finalement pas des pratiques très concurrentielles. C'est vrai qu'on a un peu ce sentiment parce que on a autorisé Air France à faire des vols, même s'ils étaient limités en nombre de passagers. Et surtout du fret aussi. Et voilà, du fret. Ils ont également cette aide de 7 milliards, donc qui est quand même pas rien, puisque nous on a fait un petit peu nos calculs et pour pouvoir traverser la crise, il nous faudrait à peu près 150 millions d'euros. Donc c'est pas du tout les mêmes échelles. Et donc on voit que finalement il faut qu'on on sollicite les banques, les choses sont plus difficiles pour nous à obtenir, alors que voilà, on a un peu ce sentiment qu'il n'y en avait que pour Air France, en tout cas jusqu'à présent. J'espère que les choses vont changer. On espère aussi. Marc Rochet, quand il était venu ici, juste au début de la crise, il avait annoncé que pour février, mars, avril, qu'on pouvait assurer les salaires des salariés de Air Caraïbes. On a eu on a entendu des syndicalistes parler il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y aura des licenciements? Non, alors ça c'est un sujet qu'on mène actuellement. On est en discussion avec nos délégués syndicaux. D'ailleurs, je tiens à leur rendre hommage parce on travaille en concertation. On ne va pas licencier. On a annoncé dès le début qu'on ne veut pas toucher au CDI.
Donc ce qu'on propose, c'est de trouver des mesures nous permettant de faire des économies, mais de conserver l'ensemble de notre personnel en CDI. Malheureusement, et donc ça c'est déjà public, les CDD ne sont pas renouvelés. Donc on ne peut pas arrêter un CDD comme ça, mais dès qu'ils arriveront à la échéance, ils ne seront pas renouvelés. Donc c'est à peu près 250 CDD qui sont impactés d'ici la fin de l'année pour Air Caraïbes. Donc c'est important, sachant que, et je le regrette toujours, c'est vrai que 80% de nos salariés sont des Guadeloupéens, des Martiniquais et des Guyanais, et c'est vrai que ça impacte l'emploi local. Bien sûr, bien sûr. Mais on va conserver nos CDI et on se bat pour. Alors la réouverture évidemment des frontières hors espace Schengen, on n'a pas encore de date précise. En revanche, donc dès que c'est possible, je suppose que vous allez réouvrir sur l'arc caribéen. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les destinations justement sur lesquelles Air Caraïbes a l'habitude de voler? Oui, alors du nord au sud, donc on fait Paris, La Havane, donc à Cuba. Ensuite, on fait la République dominicaine avec Santo Domingo et Punta Cana au départ de Paris, toujours en long courrier. On fait aussi Port-au-Prince. On fait aussi les Bahamas au départ de Paris. Ensuite, nous avons Saint-Martin, donc la partie hollandaise, toujours au départ de Paris. Ensuite, on a la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc tout ça en vol long courrier. Et ensuite, on a notre réseau régional où là, on fait des vols entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Sainte-Lucie, et également Saint-Domingue avec l'ATR au départ de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France. Donc c'est vrai qu'avec la fermeture des frontières, on a quand même la moitié de nos lignes qui sont impactées, et aujourd'hui on n'a pas de visibilité sur la reprise de notre activité. Mais le cœur de notre réseau quand même, c'est les Antilles et c'est la Guyane. Donc si déjà on arrive à repartir dans de bonnes conditions sur ces destinations, ça sera déjà une bouffée d'oxygène. Cuba a été abandonné. Non, on a toujours Cuba. Cuba, c'est une ligne, mais là, pour le moment, c'est fermé. Oui, bien sûr. Alors, en ce qui concerne les sièges à l'intérieur, comment ça se passait? Parce que j'ai entendu plusieurs versions des sièges espacés, des gens avec masque, sans masque, des climatiseurs qui allaient être modifiés, etc. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Alors, il y a eu une note de l'EASA, qui est un organisme qui réglemente un peu le transport aérien. Donc, en fait, on voit que dans les mesures qui sont recommandées et les mesures que nous prenons, c'est le port du masque. Le port du masque, il est obligatoire. C'est pour tout le monde dans l'avion. Pendant la durée du vol? Pendant la durée du vol. Sauf pendant les repas, quand même. Ah bien sûr, il faut bien que les gens y mangent, mais on va leur permettre de manger, mais après, il faudra le remettre. Oui. Donc, le gel hydroalcoolique, dans les aéroports, prennent la température, en tout cas tout est en train d'être mis en place à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France et à Paris pour pouvoir faire des contrôles de température. La distanciation physique telle qu'elle avait été proposée, c'est pas possible. Concrètement, ce n'est pas possible économiquement pour les compagnies aériennes, parce que ça veut dire qu'on aurait 50% de l'avion qui serait rempli. Or, la rentabilité économique d'un vol, c'est aux alentours de 65-70%. En dessous, on perd de l'argent. Donc, dans ces conditions-là, nous, on avait annoncé qu'on ne volerait pas. Donc on fait tout pour traiter en amont, lors de l'enregistrement et de l'embarquement, la distanciation physique, puisqu'on va embarquer les passagers par vingtaine, de façon à ce que tout le monde ne soit pas agglutiné dans la passerelle. Vous avez déjà vécu ça. Et donc voilà, donc les gens seront au niveau de leur siège, donc ils rentreront par 20. Alors, pardon, juste une question pratique, ça veut dire qu'il faut arriver un peu plus tôt cette fois-ci pour les vols? Voilà, donc c'est ce qu'on va communiquer à nos clients. Aujourd'hui, l'heure limite d'enregistrement, c'est 1h30 avant le vol. Voilà, c'est ça. Et donc, on va communiquer auprès de nos clients en disant essayez de venir un peu plus tôt, parce que pour éviter que tout le monde soit au même moment. Et je tiens quand même aussi à rappeler quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les Airbus d'Air Caraïbes, c'est des avions de nouvelle génération, c'est des Airbus A350, avec un renouvellement de l'air. L'air est filtré, il est renouvelé toutes les 3 minutes, donc on a une qualité de l'air. Ça a été démontré d'ailleurs, vous avez des vidéos d'industriels comme Boeing et Airbus qui démontrent en fait que la qualité de l'air d'un Airbus est à peu près la même que dans un hôpital. Et moi, je n'ai pas encore eu de preuve qu'un cluster se soit déclenché dans un avion. Alors, on a eu les bateaux de croisière, on a eu le Charles de Gaulle, le porte-avions, mais dans un avion, pas encore. Donc, ça montre en fait qu'il y a un renouvellement de l'air qui est de qualité.
Du point de vue du développement de la compagnie, alors ce qui s'est passé, ça va bloquer le développement parce que je me souviens, il y a quelques semaines, quelques mois, on parlait déjà de nouveaux avions, etc., qui étaient prévus, donc tout est bloqué en ce moment. Oui, malheureusement, on devait réceptionner un Airbus à 350 000 au mois de décembre, donc cette réception a été repoussée, y compris chez French Bee, qui est notre petite sœur, donc ça a été décalé. C'est vrai qu'on avait annoncé en conférence de presse en fin d'année 2019 20% de croissance sur nos destinations, donc ça faisait du bien à tout le monde, au tourisme, etc. Et c'est vrai que tout ça est arrêté net. Et on pense que ça ne va pas repartir avant 18 mois. 18 mois. Oui. Parce qu'on a quand même le sentiment, en voyant un peu ce qui se passe, que premièrement, l'aide du gouvernement, 7 milliards accordés aux France. Vous avez demandé quelque chose quand même? Oui, on a demandé. Oui. On n'a pas encore obtenu. Ah, pas à l'État directement, puisque l'État n'est pas actionnaire d'Air Caraïbes, mais on a demandé un prêt garanti par l'État. Oui. Et donc, on a le sentiment qu'on a envie, presque envie de dire qu'on a envie de relancer le monopole. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne suis pas dans la tête du gouvernement ou de ce qui décide par rapport à Air France. Bon, en tout cas, nous, on a décidé de ne pas se laisser faire, et en tout cas de continuer notre activité. Et on s'organise en conséquence, et on espère qu'il y aura de la place pour tout le monde, parce que c'est bien pour le consommateur qu'il y ait d'autres compagnies qu'Air France, Corsair, nous, le veulent sur le long courrier. C'est ce qui a stimulé le marché, c'est ce qui a stimulé le tourisme, et le tourisme étant un vecteur économique majeur pour la Guadeloupe et la Martinique. Moi je suis guadeloupéen, c'est important que tout ça fonctionne correctement. Bien sûr. Alors en 2018, vous venez d'en parler, Level est arrivé sur le marché. Ils ont une politique quand même commerciale très agressive. Est-ce que ça vous a fait du mal? Ou est-ce que vous avez dû changer votre stratégie à l'arrivée de Level? Non, en fait, on analyse les parts de marché, donc c'est-à-dire la part d'Air France, celle d'Air Caraïbes et des autres. Donc le vol ne nous a pas pris de part de marché. Ils ont surtout grignoté sur XL Airways, qui était là à l'époque, qui depuis a disparu. Et ils sont arrivés avec un modèle qui était aussi intéressant, c'est-à-dire voyager sur du long courrier sans repas, puisqu'il y avait juste, comme on dit, just seat. Il n'y avait pas de bagages, il n'y avait pas de repas. Et donc ça nous a aussi forcé à nous adapter, à proposer des tarifs sans bagages et à faire des promotions. Donc la concurrence est saine. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire, ça nous stimule à trouver de nouvelles idées et à faire en sorte d'être les meilleurs, c'est tout. Absolument, c'est à une époque, là vous avez, je vois l'aller simple par exemple sur Air Caraïbes, avant était plus cher, et on a l'impression depuis que Level est arrivé qui propose des allées, allées simples, eh bien vous avez abaissé vos tarifs. Non, c'est pas depuis Level, parce que honnêtement, ceux qui nous suivent depuis longtemps, on a fait des opérations nuit blanche, où on faisait des tarifs à 249 € aller-retour. Et la première nuit blanche, elle date de 2012, puisque j'étais aux manettes du e-commerce à ce moment-là. Et donc on a toujours fait des opérations. On a même fait une opération à 100 € à Orly, où il y avait eu 10 000 personnes dans l'aéroport. Et on avait été un peu dépassé par les événements, on s'en rappelle. Donc non, on a toujours cherché à stimuler le marché, à faire des promotions. Donc on n'a pas attendu ni Level, ni qui que ce soit pour faire des promotions. Alors, il y a quelque chose qui est en train de changer en ce moment en Guadeloupe et peut-être même dans le monde, c'est le télétravail. Vous êtes un spécialiste de l'informatique, Marie-France l'a rappelé tout à l'heure. Est-ce que l'e-commerce ne va pas tuer un petit peu les agences de voyage, ou du point de vue de la vente des billets? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas aller en agence, et quelquefois c'est même plus facile sur son ordinateur de faire une réservation. Non, je pense pas, parce que le e-commerce s'est développé ces 10 dernières années. Il y a des agences de voyage qui sont des agences en ligne, Go, Expedia, Last Minute, etc. Et il y a des agences qui offrent un autre service. Je pense que quand on va sur Internet, on cherche du prix, on cherche à aller vite, etc. Il y en a qui cherchent du conseil, et les agences de voyage arrivent à faire ce service, et ils le font bien. Et donc nous, on a de très bonnes relations avec les agences de voyage antillaises, puisque on a de bonnes parts de marché chez nos partenaires, agences de voyage. Donc je ne pense pas que... Alors peut-être qu'au début, avec la crainte
de la proximité, Oui, le e-commerce va peut-être tirer sa part du lion au début, mais je pense que les gens ont besoin aussi de conseils, ils ont besoin de réassurance, donc voilà, je pense qu'en effet les agences vont pouvoir redémarrer également. Dernière question avant la pause. Alors moi je voudrais connaître votre vision donc du transport aérien d'ici 15-20 ans. Pour la voiture par exemple, on sait déjà une voiture sans chauffeur, on la commandera par son téléphone. Et est-ce que c'est pareil, on aura des avions sans commandant de bord? Comment vous voyez Alors Airbus déjà ils arrivent à faire décoller et atterrir un avion sans pilote. En tout cas les pilotes étaient juste pour au cas où. Donc techniquement les choses évoluent très vite et c'est vrai que les avions sont de plus en plus autonomes. Maintenant je pense que les clients sont aussi rassurés de savoir qu'il y a un pilote qui peut intervenir et c'est vrai que pour tout le monde pour le moment il est préférable qu'il y ait des pilotes dans nos avions et donc moi je ne suis pas de ceux qui poussent à dire il faut qu'il n'y ait plus de pilotes. D'ailleurs il y a beaucoup de Guadeloupéens et Martiniquais qui sont pilotes chez nous et tant mieux. Après dans 20 ans on verra comment ça va évoluer. Ce qui est important surtout c'est le virage écologique, c'est-à-dire de faire de plus en plus des moteurs propres pour consommer moins de carburant. Voilà, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la fin de cet entretien. Il va rester 2 questions, une pour Marie-France, une pour moi. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Le 7CN News revient avec CCN, caribrionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires. Voilà, il est 13h30, nous sommes toujours avec Yohan Poulin, le directeur général de Air Caraïbes. Il est interrogé avec moi par Marie-France Goujo-Etna. Marie-France, la nouvelle question, puisqu'on a jusqu'à 40. Il nous reste 9 minutes. Petite question, je sais. Moyenne question. D'accord. Donc, vous l'avez dit dans votre biographie, en fait, vous êtes reconnaissant à Marc Rochet de vous avoir fait confiance, de vous avoir poussé, vous avoir confié des postes à très haute responsabilité. Est-ce que vous faites la même chose avec de jeunes Guadeloupéens talentueux? Est-ce que vous avez pour habitude de les recruter ou d'en recruter? Oui, en effet, et c'est vraiment un point très important pour moi, c'est justement de permettre à des jeunes qui ont soit un niveau d'ingénieur, d'école de commerce, etc., ou même en dessous, de pouvoir revenir en Guadeloupe. Donc j'ai recruté déjà plus d'une quinzaine de Guadeloupéens et de Martiniquais au sein d'Air Caraïbes pour pouvoir permettre à Air Caraïbes aussi d'avoir des forces vives. Donc c'est un point très important et au fur et à mesure, je les fais monter. Il y en a qui maintenant s'occupent du e-commerce puisque je m'en occupe plus trop. En tout cas, je suis ça de près, mais je suis plus vraiment dans l'opérationnel. Et également sur d'autres sujets, j'essaie de transmettre. On va quitter légèrement l'aérien pour parler un peu de Caroudjet, puisque avec votre père, vous avez été les initiateurs de cette manifestation qui a duré 10 ans, c'est ça? 20 ans. 20 ans quand même, et qui est aujourd'hui un point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer? Donc pour le moment, cette manifestation, la Caroudjet est en stand-by. Donc on a souhaité arrêter parce que les contraintes d'organisation devenaient lourdes, que ce soit d'un point de vue administratif ou même au niveau financier, puisqu'il fallait chaque année trouver les fonds nécessaires. Donc maintenant, pour que la Caroudjet reprenne, on a essayé de discuter avec la région, avec la ville de Petit-Bourg, qui sont très motivés à ce que cet événement puisse repartir, parce que c'était un événement important en Guadeloupe, économiquement mais aussi médiatiquement, puisque on avait quand même pas mal de journalistes qui venaient du monde entier. Et donc là maintenant, compte tenu de la situation, je pense que c'est pas la priorité du moment, mais dès que les choses iront mieux, on discutera de nouveau avec la région et la ville de Petit-Bourg. Ah, j'ai droit à une dernière question. Oui. J'en suis ravie. Oui, donc, alors, je reviens là juste sur l'aérien. Juste une question. Vous n'avez pas de baguette magique. Pourtant, depuis 5 ans, Air Caraïbes ne cesse de faire des bénéfices. Elle s'en sort très bien, alors que les autres compagnies aériennes, globalement, s'en sortent beaucoup moins bien. Il y a une recette particulière? Et j'ajoute même que par rapport à Air France, vous avez réussi à dépasser Air France, alors que c'était une jeune compagnie qui était née de Air Guadeloupe, etc. Quelle était la recette magique pour compléter un peu ce que dit Marie-France? Je pense que c'est un ensemble de points. Je pense que c'est déjà
le fait d'avoir proposé un produit de qualité, puisque dès le lancement du long courrier, on était sur des Airbus neufs, on a été les premiers à mettre des biréacteurs, à proposer aussi un produit avec des plats chauds, le petit punch, etc., le créole à bord. Donc en fait, on a tout mis sur le produit. Il y a aussi une gestion saine, hein, puisque on essaye de faire attention à nos dépenses. Il y a l'engagement de nos personnels, parce que je tiens à dire que tous les salariés d'Air Caraïbes sont impliqués, engagés, ils aiment vraiment leur compagnie. Et il y a aussi la confiance de nos clients, parce qu'il faut le dire, Air Caraïbes, derrière elle, voilà, la population de la Guadeloupe, de la Martinique, tous les Antillais, les Guyanais, et c'est vrai qu'ils nous font confiance depuis toutes ces années, et c'est ce qui nous porte. Bien sûr. Sur le régional, au moment il y a eu, on sait que quelques petites difficultés, quelquefois il y a eu des avions qui arrivaient en retard, etc. Tout va être réglé ou bien maintenant ça va être pire? Sur le régional est depuis 1 an et demi très à l'heure, très ponctuel. Oui, oui. Mais avant on a eu des petits soucis. Il y a eu des petits soucis on a quand eu même. des petits soucis qui étaient aussi liés à voilà, une organisation, à des problématiques qu'on avait sur la maintenance des avions. On a reçu des ATR neufs, oui. ATR 72-600, et donc maintenant on a moins de soucis techniques, des petits soucis qui des fois nous font prendre une demi-heure, 1 heure de retard. Donc voilà, je pense que tous nos clients se sont rendus compte depuis 1 an et demi qu'il y a une vraie ponctualité sur le régional, et honnêtement on nous parle plus trop du retard entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Martin. Alors je pose la question pourquoi, parce que quand on dit régional, je ne vois pas seulement Guadeloupe-Martinique, je vois un petit peu, ça s'appelle Air Caraïbes. On sait, puisque votre concurrent Air Antilles dit souvent qu'on essaie de développer le transport aérien dans cette région Caraïbe. Quelles sont les difficultés pour la Jamaïque, pour Trinidad, etc.? C'est la demande, c'est-à-dire c'est le marché. C'est aujourd'hui les Antillais, s'ils vont en Jamaïque, ils vont pas en Saint-Domingue. S'ils vont à Saint-Domingue, ils vont pas aller aux Bahamas et dans les autres îles de la Caraïbe. Donc c'est vrai que à un moment donné, on peut pas ouvrir trop de lignes parce qu'il n'y a pas la demande nécessaire pour rentabiliser. Il y a un marché quand même. Il y a un marché, mais il n'est pas suffisant pour rentabiliser. Je pense que Air Antilles, comme nous, sur le régional, on n'a pas gagné beaucoup d'argent. On a même perdu beaucoup d'argent ces 10 dernières années. Et donc c'est pour ça que la stratégie d'Air Caraïbes était de dire faisons bien ce qu'on sait faire, les vols entre Saint-Martin, la Martinique et Sainte-Lucie, et par contre faisons de la croissance sur le long courrier. D'ailleurs, il y a eu une tentative d'ouvrir une ligne sur le Panama, je me souviens. Oui, on avait fait Costa Rica, Panama, on avait fait Belém, tout ça à l'époque de Serge Tiganiski, et donc on a dû arrêter puisque on n'avait pas les recettes. Mais c'est ça, la demande n'était pas là en fait. Voilà, la demande n'était pas là. Et donc, quand je disais, l'un des facteurs clés de succès d'Air Caraïbes aussi, c'est cette gestion, de savoir à un moment donné essayer, quand ça ne marche pas, on arrête et on se concentre sur. Voilà. Donc ça, on peut. Parce qu'il y a un moment, il y a eu des vols sur la Martinique à 89 € à peu près, je crois que c'était ça. Voilà, 59 €. 59 €, exactement. Alors, le tarif Simply. Alors, ça fonctionne toujours ou pas? Non, on a arrêté les tarifs à 59 €. C'était pas rentable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, on essaye de stimuler le marché en faisant des tarifs promotionnels. Donc on avait divisé les prix par 2, voire par 3, sauf qu'on n'a pas multiplié le nombre de passagers par 2 ou par 3. Oui. Donc au bout du compte, on fait le calcul, on s'y retrouvait pas. Donc on a changé notre stratégie. Maintenant, ce qu'on propose, c'est de faire du service de qualité, d'être à l'heure avec des avions neufs. Alors même si ça coûte un peu plus cher qu'avec le tarif Simply, je pense que les hommes d'affaires, ce qui est important pour eux, le prix c'est important, oui, mais ce qui est important pour eux, c'est d'arriver à l'heure à leur rendez-vous. Mais le trafic Guadeloupe-Martinique, il est rentable ou pas? Alors, on n'a pas, jusqu'à présent, moi ça fait 15 ans que je suis à Air Caraïbes, je n'ai jamais vu une année rentable sur le régional. Depuis 15 ans, on perd de l'argent. Je ne parle même pas de la Guyane. Hein. Non, je parle de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin. Oui. On perd de l'argent. Alors, normalement, sur 2020, on devait en gagner, puisque là, il y avait une vraie dynamique. Malheureusement, le Covid est passé par là, donc on va encore avoir des déficits sur le régional en 2020. Oui. Et sur l'ensemble du régional. C'est ta dernière question ce soir pour toi. Non, juste, alors, plusieurs fois, vous avez fait allusion à French Bee, c'est donc effectivement l'autre compagnie, mais sur la Réunion. Elle est rentable, cette compagnie? Voilà, dès la 2e année, quasiment, en bout de 18 mois, on va dire. Donc, c'est une compagnie qui a fait des bénéfices. Donc, il va à la Réunion, mais aussi
donc à Papeete, donc à Tahiti, en passant par San Francisco. Et donc là aussi, c'est une vraie réussite, le lancement de cette compagnie, avec toutes les équipes qui se sont battues pour y arriver. Ben voilà, on va remercier Marie-France et on va remercier Johan Paulin d'être venu nous voir. Et puis on vous souhaite bon vol, bonne reprise en tout cas. Merci. Puis on espère que les gens qui nous regardent, qui ont leurs enfants en France, effectivement, penseront peut-être plus à Air Caraïbes qu'à une autre compagnie. J'espère bien. C'est ce qu'on espère pour vous en tout cas. Okay, on espère que la compagnie en tout cas traversera cette mauvaise passe. Et puis, on va vous revoir très bientôt, on le sait, un petit peu plus détendu, plus souriant. Avec plaisir. Peut-être que les choses iront mieux. Voilà.